à tous. Donc on va parler effectivement ce matin, dans le cadre de l'outil de production, plutôt de l'atelier d'usinage et plus spécifiquement des broches. En quelques mots, pour présenter notre entreprise, Mytis est une société basée dans la région nantaise et autour de 3 valeurs fortes qui sont l'innovation, l'excellence et l'intégrité. On développe depuis plus de 15 ans des technologies et des procédés innovantes autour du procédé d'usinage. Voilà. Donc, et notamment la technologie avec laquelle on a démarré et qui représente une grande activité chez nous, qui est le perçage assisté par vibration, qui est reconnu comme une bonne pratique, notamment pour le perçage des assemblages multimatériaux dans l'aéronautique. Au-delà de toutes ces technologies, donc on a développé une compétence particulière dans la mesure pour l'usinage, la mesure du procédé d'usinage, et puis encore plus particulièrement la mesure des vibrations des broches. C'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Le système qu'on développe s'appelle Iris. Je ne vais pas vous faire une présentation marketing, ce n'est pas l'objet. Je vais plutôt revenir sur le fonctionnement de ce type de système. Pour introduire mon propos, je voudrais qu'on fasse un focus sur la broche d'usinage. La broche d'usinage, c'est une machine tournante, mais une machine tournante bien particulière. En premier lieu, on peut dire que c'est un composant stratégique du système usinant. C'est la broche qui permet de garantir en grande partie la qualité d'usinage. Vous voyez sur l'image ici, on a un même usinage, même outil, même broche, même conditions de coupe. Et il suffit que l'équilibrage de la broche soit différent. Et vous voyez, l'état de surface est complètement différent. Et puis, quelque chose qui est particulier à la broche aussi, c'est que c'est le composant de la machine-outil par lequel vont transiter tous les efforts d'usinage. Et vous voyez ici, sur ce graphe, c'est comme si on était assis sur l'outil qui est en train de tourner et on mesure l'effort. Et donc là, dans le cas d'un outil 4 dents, vous voyez qu'on passe d'un effort de un peu plus de 100 newtons à 1200 newtons sur un tour. Voilà. Et 4 fois par tour. Donc, c'est en ce sens-là un composant stratégique et un composant sensible du système usinant. Voilà. Comme je viens de le dire, tous les efforts transitent par la broche. Et si on fait un focus, ils transitent en particulier par les roulements à billes. Voilà. Ça, c'est un point qui est important, on y reviendra tout à l'heure. Et quand on travaille avec les fabricants, réparateurs de broches, il ressort des constats que justement la casse des roulements, la dégradation des roulements est incriminée dans une grande proportion des cas de réparation de broches. Ici, là, on a le cas d'une étude qui avait été faite pour des broches dans le domaine de l'usinage aéronautique. Et on voit que pour 43% des cas de réparation, ce sont les roulements à billes en fait, qui ont provoqué la dégradation de la broche. Donc une machine tournante, comme je l'ai dit, si on prend le cas d'une machine tournante, alors j'ai pris quelque chose d'assez générique ici, vous voyez, avec une pompe, un moteur, un accouplement. Quand on regarde cette machine tournante, généralement, on a une vitesse de rotation, stable et figée dans le temps. On travaille en régime permanent, le système travaille en régime permanent la plupart du temps. Et puis les actions mécaniques qui s'exercent sur l'arbre sont constantes. Si vous voulez faire de la surveillance d'un tel système, il y a beaucoup de solutions qui existent. Je ne vais pas dire que c'est trivial, mais c'est facile quand même à mettre en œuvre, puisqu'on est dans un état stable. Hein, donc c'est un peu comme vous, quand on prend votre température, voilà, on la prend à n'importe quel moment, ça vous donne une indication fiable. Pour la machine-outil, pour la broche de la machine-outil, bien là c'est complètement différent. C'est une machine tournante aussi, donc on va avoir un rotor mis en rotation. Mais cette fois-ci, on a des vitesses de rotation qui sont très variables selon l'outil coupant et les conditions de coupe. On a des successions de cycles de travail et de changement d'outils. Et puis des efforts d'usinage, on l'a vu, qui sont très variables en fonction de la direction, du sens et de l'intensité. Donc c'est ça qui va nous obliger aussi à mettre en place une surveillance particulière. Et puis, comme on l'a vu, donc à l'instant, on a une broche qui peut aller par exemple de 0 à 20 000, de 0 à 30 000 tours par minute. Et si je regarde le comportement vibratoire, ce qu'on appelle le comportement dynamique du rotor,
je mets 2 accéléromètres à 0 et 90 degrés. Et quand je regarde ce que ça me donne depuis 0 jusqu'à la vitesse maximale et que j'étudie les vibrations, eh bien on n'est pas sur quelque chose de constant. Ce que ça montre ici, c'est que en fonction déjà de la position de mesure, je vais avoir des vibrations qui sont différentes parce que le comportement dynamique d'un rotor, il est différent selon les plans de l'espace. Et puis on voit qu'on a aussi des valeurs, des maximums locaux qui sont assez différents en fonction de la position de mesure. Ici, les lignes en pointillé, vert, orange, rouge, j'y reviendrai plus tard, ce sont les seuils d'une norme qui est dédiée à la surveillance vibratoire des broches. Et donc vous voyez ici, si je prends juste un exemple, par exemple la courbe bleue, eh bien, j'ai un extrémum, un maximum vers 18 000 tours par minute, un autre à 30 000, mais en dehors de ça, ma broche elle fonctionne à peu près correctement. Un petit focus sur justement qu'est-ce qui se passe dans les roulements pour expliquer ça. Quand vous avez un roulement à billes en statique, comme ici, vous avez la bague extérieure, la bague intérieure et les billes, et vous avez un équilibre des forces, d'accord ? Bague extérieure sur la bille et bague intérieure sur la bille. Quand vous mettez en rotation votre machine tournante, eh bien, vous avez une modification de l'équilibre des forces parce que vous avez une force centrifuge qui s'exerce sur les billes. Et donc, vous voyez ici, ça modifie les angles de contact des billes sur les bagues. Et puis, vous voyez également ici que les bagues, les unes par rapport aux autres, eh ben y a un petit delta qui est intervenu. Et plus vous augmentez la vitesse de rotation, et également avec les effets de la température, eh bien, plus cette géométrie du roulement va être modifiée. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que, encore une fois, quand vous avez une machine tournante qui tourne à régime stabilisé, quel que soit le temps, vous êtes à température constante, vitesse constante, donc la machine tournante, elle est toujours dans les mêmes conditions géométriques. Dans la broche, c'est différent, et en fonction de la vitesse de rotation avec laquelle vous tournez, eh bien, vous allez avoir un comportement qui est différent, donc une surveillance qui doit être adaptée pour bien capter ce que vous voulez voir. Voilà. Enfin, on peut regarder quelles sont les sources de vibration de la machine broche. Bien sûr, on va retrouver tout ce qui est effort de coupe, on a des défauts de bridage de la pièce usinée, l'équilibrage du porte-outil ou de l'outil, le comportement dynamique des axes de la machine-outil, ça peut jouer aussi. Et puis on va retrouver tout ce qui est lié à la broche en tant que telle, le défaut de bridage de la broche dans son fourreau, quand une broche est mal fixée, mal tenue, l'équilibrage dynamique du rotor, l'usure de ses roulements, des perturbations électriques qui peuvent intervenir, et puis d'autres éléments extérieurs à la machine. Donc il y a énormément de sources de vibrations. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est identifier l'état de la broche. Donc on ne veut pas être parasité par toutes ces sources de vibrations. Quand on fait le tri, on voit que dans ces sources, il y en a qui sont liées aux conditions d'usinage, et puis certaines sont indépendantes de l'usinage. Et donc, l'idée, c'est que déjà, on va essayer de s'affranchir au maximum de tout ce qui est lié aux conditions d'usinage pour avoir un diagnostic clair et précis sur l'état de la broche. Voilà. Pour ma première partie, c'était le contexte, de quoi on parle, et c'était important pour voir après qu'est-ce qu'on met en place comme surveillance. Donc deuxième partie, surveillance adaptée à la broche. Alors, pourquoi on a intérêt à surveiller une broche? Ça, on l'imagine bien. On veut pouvoir garantir ses performances, déjà. Donc, ses performances, c'est justement son état d'équilibrage, l'état de ses roulements. On veut pouvoir assurer la qualité en usinage. Donc vous vous souvenez de mes courbes avec les maximums de vibrations. Peut-être que j'ai intérêt justement à me mettre dans un régime de rotation qui ne va pas correspondre à ces maximums de vibrations. D'un point de vue maintenance, on veut pouvoir anticiper les défaillances. Un arrêt intempestif de production lié à une dégradation subite d'une broche, ça coûte cher, c'est pas prévu, ça embête tout le monde. Voilà, donc ça on veut pouvoir l'anticiper. Et puis également, on veut pouvoir limiter les coûts de réparation. Une broche que vous emmenez au bout de sa vie, qui est complètement dégradée quand elle arrive en réparation, probablement la réparation elle peut coûter plus cher que quand vous anticipez et que vous avez simplement un jeu de roulement à changer. Donc ça c'est l'intérêt
de déployer de la surveillance. Et puis, ce qu'on a observé sur le terrain aussi, c'est que il y avait une grande diversité de critères, de méthodes, etc., pour qualifier l'État. Et ça a apporté une grande confusion dans les relations entre les différents, les personnes qui utilisaient ces broches, qu'elles soient donc, usineurs, maintenanciers ou autres. Et donc l'idée, à travers le système qu'on a développé, c'était de proposer une grammaire commune pour que tous parlent le même langage et aient les mêmes critères, les mêmes méthodes pour qualifier l'état de la broche. Donc qu'on soit usineur dans l'atelier, qu'on soit en fabrication, réparation de broches ou en fabrication de machines, eh bien, on a toujours les mêmes critères, les mêmes méthodes et on sait de quoi on parle. Et ça, c'est super important pour éviter justement les difficultés qu'il peut y avoir sur le suivi de ces outils. La chaîne de mesure en tant que telle, elle est très simple et elle doit être très simple justement pour une utilisation pratique, fiable dans l'industrie. On a un jeu de capteurs qu'on va fixer le plus souvent en fait au niveau du palier avant de la broche. C'est des embases aimantées, donc c'est du plug and play. Ça, c'est connecté avec sur un conditionneur, une carte d'acquisition. C'est de la connectique rapide BNC. Et puis l'ensemble est connecté et alimenté en USB sur un PC sur laquelle tourne l'application que nous avons développée. Voilà. Et puis le protocole veut aussi que lorsqu'on réalise donc cette signature, on va mettre ce qu'on appelle un master d'équilibrage, c'est-à-dire un porte-outil spécifique, qui n'est pas un porte-outil d'usinage, et dont on maîtrise l'équilibrage. Une fois qu'on a mis ça en place sur la broche, eh bien, vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit avant, on va essayer de s'affranchir des conditions d'usinage, etc., etc. Eh bien, on a standardisé chez nous ce qu'on appelle une signature vibratoire, qui est un protocole particulier. Donc, on va le faire hors usinage, justement pour ne pas être pollué par les vibrations d'usinage. On va utiliser un master d'équilibrage avec un protocole qui est assez rapide. On va venir faire monter en rotation la broche progressivement par palier de vitesse stabilisée, de sa vitesse mini jusqu'à sa vitesse maxi. Et pendant toute cette signature, on vient enregistrer sur chacun des capteurs le signal vibratoire. Okay ? Et puis après, tout le jeu, ça va être de convertir ce qu'on a là, et qui est un petit peu barbare à analyser, en des indicateurs de haut niveau qui vont nous permettre de vraiment diagnostiquer qu'est-ce qui se passe. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre l'analogie avec un orchestre symphonique qui joue. Ça, c'est un peu comme notre broche. Il y a énormément d'éléments, des instruments, et puis on veut pouvoir qualifier, justement, c'est quoi la musique? Qu'est-ce qui se passe? Le premier niveau d'analyse, qui est hyper basique, c'est est-ce que ça joue fort ou pas fort? Je prends tout l'orchestre, est-ce qu'il joue fort ou pas fort? C'est basique, mais c'est déjà une bonne indication. Et puis, quand on a besoin, on peut avoir intérêt à identifier tel pupitre, les violons, les corps, les clarinettes, comment ils jouent, est-ce qu'ils jouent fort ou pas fort? Et bien ça, c'est exactement ce qu'on fait pour de la surveillance vibratoire. On a des critères globaux et des analyses spectrales. Et pour être plus précis, donc vous voyez ici, critères globaux, analyse spectrale, j'ai 3 objets principaux quand je fais de la surveillance vibratoire d'une broche. C'est vrai aussi pour une machine tournante, c'est encore plus vrai pour une broche. On va essayer de qualifier l'équilibrage dynamique, est-ce que ça tourne rond ou pas, l'état d'usure des roulements, et puis d'autres phénomènes si nécessaire. Quand je regarde mes critères globaux, donc ça joue fort ou pas fort, eh bien vous voyez que j'en ai 2 spécifiques, l'un pour l'équilibrage dynamique et l'autre pour l'état d'usure des roulements. Ces 2 critères, ils sont très pratiques et ils sont bien qualifiés dans une norme qui est la norme ISO 17243 qui traite spécifiquement de la surveillance vibratoire des broches. Ces critères, ils sont bien, mais le plus souvent, on a besoin, dans certains cas, quand on a une détection justement sur ces critères-là, on a besoin de savoir plus précisément si c'est un vrai problème qui se passe et où se situe le problème. Et pour ça, eh bien, on va venir détailler, on va venir fouiller. Et ça, c'est l'objet des analyses spectrales. Pourquoi spectrales? C'est parce qu'on va décomposer le signal dans sa gamme de fréquences. Et donc là aussi, on retrouve
pour chacun des objets, équilibrage, état d'usure, etc., eh bien, on a des critères fréquentiels particuliers. Un petit mot très rapide pour l'analyse fréquentielle. Comment on passe d'un signal temporel comme ça à une décomposition en fréquence? On utilise un outil qui s'appelle la décomposition en série de Fourier. Je ne vous demande pas de retenir l'équation, c'est simplement un outil qui est, voilà, qui est bien connu et qui permet, à partir d'un outil, à partir d'un signal comme ça qui est un petit peu particulier, il dit bah, ce signal un peu complexe, on peut le décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux simples. Vous voyez ici. Et pour chacun de ces signaux, on va déterminer sa fréquence et son amplitude. Et on va reporter ça sur une nouvelle représentation, vous voyez ici, qui, au lieu d'avoir le temps en abscisse, a les fréquences, et puis en amplitude, on aura toujours l'amplitude du signal. Et on se retrouve comme ça, donc avec comme une forêt de pics, hein, à chacun sa fréquence, et qui va nous permettre d'identifier justement plus spécifiquement la problématique. Et notamment, à partir d'un roulement à billes, vous connaissez sa géométrie, et même plus que ça, quand vous faites votre calcul de dimensionnement sur le site NSK, SKF, etc., eh bien, vous avez des fréquences qui correspondent à chacun des éléments du roulement. Contact bague extérieure bille, contact bague intérieure bille, le mouvement de la cage et puis le mouvement propre des billes. Et ça, bah, sur la représentation que je vous ai montrée à l'instant, eh bien voilà, vous êtes capable après de dire ici c'est ma cage, ici c'est mes billes, ici c'est ma bague extérieure, etc. Et donc vous savez précisément dans les fréquences où aller chercher et qualifier où est le problème. Quelques petits exemples pour finir et pour vous montrer comment on joue justement sur à la fois des critères globaux qui me donnent un premier indicateur pertinent et puis une analyse spectrale qui va me permettre d'aller ajuster mon diagnostic. Ici, je suis dans le cas d'une broche qui tourne à 30 000 tours. J'ai mis deux accéléromètres, un en X, un en Y. X, Y, les axes des machines. Je fais ma mesure et il en ressort que sur l'axe X, j'ai un critère VRMS, donc c'est mon critère qui qualifie l'équilibrage dynamique, hein, qui est bon, on est dans le vert, à 0,8. Et puis sur l'autre voie, en revanche, là j'ai une première détection. Donc là, la question, avant de démonter la broche, avant de faire une analyse plus poussée, eh bien, il faut que je comprenne d'où ça vient. Donc pour comprendre, je peux décomposer en fréquences, comme ici. Et donc vous voyez, je retrouve voilà, une forêt de pics, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on va essayer de les expliquer. Et ici, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est la fréquence de rotation, qui est en gros la vitesse de rotation divisée par 60. Ici, 30 000 tours divisé par 60, ça fait 500 Hz. D'accord? Donc ça correspond à la rotation du ballon. Et puis après, on a d'autres pics, ici, qui apparaissent, qu'on appelle des harmoniques. Et ça, c'est un motif, je ne rentre pas dans le détail, ça, c'est un motif particulier qui permet d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'un problème d'équilibrage de la broche, mais c'est simplement que la broche, elle est mal fixée dans son fourreau. Voilà. Si j'avais une broche qui était déséquilibrée et bien tenue dans son fourreau, j'aurais juste un pic ici, qui serait peut-être d'amplitude assez importante, et puis tout le reste à zéro. Voilà. Donc, encore une fois, sans rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet ce matin, mais justement, on a des motifs comme ça d'analyse qui permettent d'identifier plus spécifiquement est-ce que c'est un vrai positif ou un faux positif. Un autre exemple, je ne m'attarde pas trop, sinon je vais être en retard. Ici, j'ai une broche 50 000 tours. Alors, c'est dans le domaine de l'horlogerie, hein, mais ça marche pareil pour tous les types de broches. La broche est neuve. Et broche neuve, justement, je mets mon capteur, j'enregistre mon signal d'accélération et mon critère, encore une fois le critère global, hein, vous savez, est-ce que l'orchestre il joue fort ou pas fort? Eh bien, il me dit, il y a un problème, tu es au-dessus du seuil recommandé. Donc là, bizarre, parce que ma broche est neuve, donc elle est censée être parfaitement bonne. Et puis quand on regarde d'un petit peu plus près, donc là, ce graphe-là, pour vous l'expliquer, encore une fois, on a toujours la décomposition en fréquence ici, et puis là, on a le temps qui progresse. C'est-à-dire qu'on va suivre, au fur et à mesure du temps, l'évolution des différentes fréquences. Et qu'est-ce qu'on voit ici de façon très simple? On retrouve bien notre vitesse, notre fréquence de rotation, 50 000 divisé par 60 égale 833 Hz, et on a ce truc-là, ici, là, qui est la FTF, comme Fundamental Train Frequency, c'est la fréquence de la cage des roulements.
Et vous voyez qu'elle est en amplitude, elle oscille un petit peu dans le temps. Ça explique un problème de rodage de la broche, où la graisse est mal répartie dans les roulements. Et en fait, pendant une certaine première période, eh bien, la graisse va se répartir, et en se répartissant dans le roulement, en fait, elle va faire un petit peu gigoter la cage. Donc c'est cette cage qui va vibrer, et ce dépassement de seuil, il n'est pas lié à un problème de déséquilibrage, encore une fois, mais à un problème de rodage où la graisse n'est pas encore tout à fait bien répartie dans les roulements. Voilà. Et puis un dernier, je ne vais pas vous abrutir, vous avez encore d'autres conférences après. Là, c'est pour détecter de façon précoce un défaut de roulement. Donc voilà, là j'ai mes critères de la norme ISO 17247, le ARMS, qui lui témoigne de l'usure des roulements. Et vous voyez, je fais toute ma signature de 0 jusqu'à 30 000 tours. Là, j'ai différents seuils, d'accord, vert, jaune, orange, rouge. Et puis, en violet et en bleu, eh bien, c'est le niveau vibratoire du critère ARMS sur toutes ces vitesses-là. Donc, vous voyez, ici, ma broche est neuve, pas de problème. Et puis, là, vous vous souvenez, ce petit BPFO, c'est la fréquence caractéristique du roulement qui témoigne du contact entre la bague extérieure et la bille. Et donc, broche neuve, pas de problème aussi, on est à un très bas niveau. Et puis après, j'ai une casse-outil pendant la production. Donc là, opération de maintenance préventive. Est-ce que j'ai eu un problème sur ma broche ou pas? Là, si je regarde pas ça, j'ai mon critère global encore. Et il me dit, bah non, 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 c'est bon, tout va bien. Vous voyez la différence là, en fait, il n'y en a quasiment pas. Et puis on est encore en dessous du premier seuil de détection. Mais en revanche, quand je vais zoomer sur, vous vous souvenez, hein, l'analogie avec l'orchestre, hein, voilà. Je vais zoomer sur la clarinette là-bas, bah, elle joue faux. Et c'est ce que veut dire ce graphe ici, c'est que en fait, là, ça veut dire que j'ai eu un premier marquage sur mes pistes déroulement. Donc c'est pas grave, parce que la broche peut encore tourner, et puis mon critère global me dit tout va bien encore. Mais ça veut dire que je sais qu'il y a déjà eu un marquage, donc je sais que inéluctablement, ma broche, elle va progressivement s'user. Et donc ça me permet aussi de mieux répartir dans le temps, de mieux prendre soin en fait de ma broche avant qu'il y ait une usure qui m'embête un peu trop. Voilà, le dernier exemple, je vous en fais grâce et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui illustre bien finalement le lien évidemment de plus en plus direct entre la production et la maintenance. C'est-à-dire on arrive maintenant à détecter au plus près, au plus tôt les défaillances pour éviter bien sûr la casse. L'exemple de maintenance conditionnelle finalement, voire prévisionnelle au final. Une petite question quand même, est-ce qu'il y a besoin d'être un spécialiste? Est-ce qu'on a besoin un peu de se spécialiser quand même dans l'analyse vibratoire, spectrale de ces... Ou alors est-ce que l'outil que vous proposez, l'outil Iris, permet justement de s'affranchir quand même d'une certaine formation à ce niveau-là? Alors, oui et non. L'outil vous permet d'avoir un diagnostic dans 95% des cas avec lequel vous êtes autonome. C'est justement l'intérêt de cet outil-là. Après, nous, ce qu'on propose, ce n'est pas uniquement un produit, c'est un produit et service. Et le service, il est en deux temps. Un premier temps de formation, quand même, parce que c'est important, on l'a vu hein, quand on dit développer une grammaire commune. En fait, c'est important d'avoir un minimum de repères dans ce qu'on va faire, parce qu'on s'est rendu compte aussi sur le terrain que quand on utilise des outils et on sait juste dire c'est vert, jaune, orange, rouge, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, eh bien on est en position de faiblesse par rapport à celui qui sait. Et par exemple, qu'il soit le réparateur de broches ou le fabricant machine, etc. Et c'est important en fait d'avoir un minimum de connaissances. Et puis deuxième temps, après cette formation qui déjà permet en fait en l'espace d'une demi-journée ou une journée vraiment de monter en compétences, nous on assure un service aussi, c'est-à-dire que si vous avez une broche, vous avez un problème de détection, vous ne savez pas d'où ça vient, eh bien vous nous envoyez un fichier de mesure et nous on l'analyse et on a énormément de retours en fait des utilisateurs qui nous permet d'affiner un diagnostic et d'avoir un retour assez
efficace, assez rapide sur un cas d'application. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Juste une question concernant le modèle de vente. Est-ce que vous mettez à disposition l'accès au logiciel, les connecteurs? Est-ce que c'est un achat hardware ou est-ce que c'est un leasing mensuellement, puisque j'imagine il y a un abonnement pour être connecté à l'application Iris? Alors, l'application, effectivement, le système, vous avez du matériel, donc capteur, conditionneur, et une licence logicielle. Et vous pouvez avoir plusieurs licences logicielles. Pour la partie matérielle, de toute façon, ça fonctionne par achat. Vous achetez le système. Et après, pour la licence, on est sur un fonctionnement qui est assez classique, où vous avez dans le prix d'achat initial la licence et sa première année de maintenance. Et puis après, vous avez un système de maintenance annuelle. Voilà. Et le support fonctionne de la même façon. On a un support aussi que vous prenez à la carte. Si vous êtes très expérimenté, vous n'avez pas besoin, vous ne le prenez pas, vous avez juste la maintenance du logiciel. Et en revanche, si vous avez besoin de plus d'assistance, vous prenez des lots de tickets d'analyse. Et comme ça vous permet d'accéder, on va dire, à la hotline Métis pour avoir des diagnostics au coup par coup, quand c'est nécessaire. Et il y a un système d'alerte que le système envoie, si par exemple, ou est-ce que c'est l'opérateur qui doit chaque fois se dire, bah tiens là, les remontées montent, qu'il y a une usure, ou est-ce qu'il y a un système d'alerte qui est envoyé en disant votre broche est en train de fuser? Est-ce que le système est proactif, ou est-ce que c'est vraiment de la data que doit aller chercher l'utilisateur, le maintenancier? Alors merci pour votre question, parce que ça me permet d'appuyer sur un point sur lequel je n'ai pas trop insisté. On est dans le cas d'un système nomade. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixé à la machine. Donc, il faut que c'est à l'opérateur d'être proactif. C'est-à-dire que c'est lui qui apporte le matériel, qui réalise la signature. Une fois que la signature est faite, il a son diagnostic quasiment dans l'instant, mais c'est à lui de faire la démarche. Voilà. Ce n'est pas un système automatisé qui est greffé dans la machine. Voilà. Oui, il ne va pas envoyer d'alarme en disant là on a vérifié. C'est quand même l'humain qui doit décider si ça demande une maintenance ou autre chose, quoi. Oui, et on a voulu garder ce fonctionnement-là parce qu'on considère que dans l'automatisation, justement sur ces cas d'application un petit peu sensibles, on veut laisser la main à la personne qui fait, et on veut lui permettre de monter en compétence. Voilà, justement pour avoir un meilleur diagnostic sur cette partie-là.